La déontologie de l'homme de cheval. Donc aujourd'hui, je vous propose une webconférence sur cette thématique qui va se réaliser en trois parties. D'abord, je vais dresser le contexte un petit peu de ce qu'il en est aujourd'hui de nos relations. Ensuite, je vais vous parler justement de ma thèse et de l'enquête sociologique que j'ai menée durant celle-ci. Et enfin, je vais vous présenter donc des résultats de cette thèse autour de la notion d'homme de cheval. Donc on va commencer par le contexte. Donc tout d'abord, on a un contexte sociétal qui fait qu'aujourd'hui, parmi la population européenne et plus largement encore occidentale, on voit apparaître dans les débats sociétaux la question du bien-être animal. Donc là, parmi les illustrations, je vous ai mis le nombre d'occurrences du terme bien-être animal dans les textes de l'Union européenne, du Parlement européen. Et donc on voit bien une évolution de plus en plus accrue de cette attention portée au bien-être animal. Et on peut, quand on regarde plus largement, on peut voir aussi qu'il y a une corrélation entre cette question du bien-être animal et la montée du mouvement dit animaliste. Et une partie de ce mouvement, une partie de ces militants, remettent en cause les relations anthropo-équines. Alors, le terme d'anthropo-équin, que je vais utiliser plusieurs fois, c'est un néologisme que j'ai fait, et en fait qui reprend le terme d'homme et de chevaux, et que j'ai accouplé pour ne pas répéter tout le temps le mot humain-chevaux. Donc, une partie des animalistes remettent en cause les relations anthropoéquines, et pas seulement les relations entre les humains et les animaux domestiques dans leur globalité, parce que selon eux, ces relations sont par essence des relations de domination et d'exploitation. Donc il faut libérer les animaux domestiques de ces rapports de domination. Et évidemment, dans ce mouvement-là, les relations anthropoéquines font partie des contestations. Et ce que l'on voit après propre vraiment au secteur équin, c'est que les équitants, comme la population dans son ensemble, est sensible à cette question du bien-être animal. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit depuis maintenant 10-15 ans monter. Alors, on a d'abord vu justement la question du développement de l'équitation dite éthologique, hein, que j'aurais dû ajouter sur cette slide. Et puis, plus récemment, on voit bien le développement des écuries actives pour justement plus de bien-être pour les chevaux, ou alors des personnes qui quittent les structures traditionnelles équestres parce qu'ils veulent s'assurer d'une plus grande proximité avec leurs chevaux, un soi-disant plus grand respect aussi avec leurs chevaux. Et puis, au sein même des professionnels, on peut voir un turnover dans les métiers des sports équestres et hippiques. Alors, c'est une problématique plus large que la question hein, justement de professionnalisme. On a la confrontation entre l'idéal et la réalité du travail avec les chevaux, donc le temps passé, etc. Mais il y a aussi cette confrontation entre l'idéal que l'on a de comment travailler avec les chevaux et puis la confrontation aux rationalités économiques, foncières, etc. Alors, qui dit nouvelles injonctions au professionnalisme, aide professionnelle renvoie de manière générale à la question de la déontologie. Alors avant de continuer, on va s'arrêter un petit peu sur cette notion. Donc la déontologie est une branche de l'éthique qui établit donc des fondements, des devoirs qu'une personne, un professionnel, hein, a au regard de la profession à laquelle il appartient ou à laquelle il se réfère. Et donc la déontologie est un ensemble de règles morales, tout d'abord, et puis aussi de normes qui vont régir cette profession et les rapports sociaux au sein de cette profession. Alors la déontologie,
Elle s'appuie sur ce qu'on appelle une logique déontique. La déontique, c'est ce qui est propre à l'obligation morale. Et donc, vous avez 4 caractéristiques de cette logique déontique. D'abord, ce qui est juste, ce qui est permis, donc c'est ce qui peut être fait par un bon professionnel. Ensuite est établi l'injuste, donc ce qui ne doit pas être fait quand on est un bon professionnel. Après, troisième caractéristique, l'équitable ou l'obligatoire. Donc, c'est ce que doit nécessairement faire un bon professionnel. Et enfin, le facultatif, qui est propre à tout ce qui est donc contingent, situation spécifique, etc. Et donc, cette logique déontique construit un système normatif qui va ensuite régir les obligations, les violations et aussi les sanctions propres à l'organisation, à la profession de référence. J'en viens maintenant à l'enquête que j'ai réalisée au cours de ma thèse. Donc je vous présente très rapidement mes enquêtes, surtout les lieux de recueil. Donc j'ai principalement été dans 2 régions, enfin le quart nord-ouest et puis la région entre l'Occitanie et la région PACA. Donc je me suis surtout concentrée sur les sports équestres. Donc sports équestres, c'est à la fois les compétitions, mais aussi les centres équestres, tout ce qui est autour des chevaux territoriaux, du lien social, j'en ai parlé un petit peu avant, les sports hippiques, donc le monde des courses, et transversal. Donc ce que je mets dans transversal, ça va être les métiers connexes, tels que les vétérinaires, les maréchaux ferrants, etc., qui vont les selliers également, qui travaillent aussi auprès des chevaux. Au total, j'ai fait 108 entretiens semi-directifs dans tous ces secteurs. Et donc, ces entretiens qui duraient en moyenne 1 heure, une fois qu'elles ont été retranscrites, elles ont constitué un corpus de plus de 1100 pages et autres chiffres, ça représente également plus de 3 millions de mots. Donc quand vous avez une telle quantité, un des moyens pour pouvoir appréhender et réfléchir, voir les groupes qui se forment, c'est d'utiliser un logiciel de textométrie. Donc pour ma part, j'ai utilisé Iramutech, qui est un logiciel gratuit. Donc ce logiciel, il va prendre le corpus dans son ensemble et ensuite il va le découper en fonction des associations de mots qui sont utilisées et il va établir des classes de mots. Alors les classes de mots, en fait, souvenez-vous, vos cours de français au lycée, ce sont les champs lexicaux. Et en fait, la régularité de ces champs lexicaux donne une représentation collective pour un thème donné. Et donc nous, on va s'intéresser principalement à la classe 13, donc que j'ai entourée d'un carré bleu, et qui est propre justement à l'homme de cheval. Alors, donc je vais vous présenter maintenant les résultats, et avant cela, on va faire un petit détour par l'histoire. C'est un peu mon péché mignon. Cette question de l'homme de cheval, en fait, selon Jean-Pierre Digard, c'est une notion qui est propre au XIXe siècle. Alors, j'ai regardé un petit peu justement pour ma thèse cette notion-là. Et ce que l'on peut voir, c'est que quand on regarde les travaux de Michel Voronoff, qui est un historien de l'Antiquité, selon lui, la présence de l'homme de cheval, elle est déjà présente dans l'épopée d'Homère, qui est l'Iliade, donc qui raconte la guerre de Troie. Et il s'appuie pour dire cela sur les noms de guerriers qui vont se rattacher à la culture équestre. Mais si on revient plus à l'histoire en elle-même, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, par rapport aux différentes guerres que Athènes va mener,
va être constitué le corps des épéis, donc en fait le corps des cavaliers. Et plus ce corps de cavaliers augmente au fil du temps et au fil des guerres, plus on voit que il y a des traités d'équitation. Celui qui est le plus connu pour cette époque-là, c'est celui de Xénophon, et où justement cette notion d'homme de cheval, alors c'est pas l'expression qui est employée telle qu'elle, mais c'est celui qui maîtrise, qui est un spécialiste de l'ensemble des savoir-faire et des savoir-être que nécessite le travail avec les chevaux. Donc, ces hommes spécialisés, on les retrouve dans l'ensemble de l'histoire des relations anthropo-équines. Elle revient plus spécifiquement à l'époque moderne, donc au tournant de la Renaissance et puis au XVIIe siècle, avec les traités d'équitation très connus, tels que ceux, donc là je vous ai mis à l'image Antoine de Pluvinel, mais on peut aussi penser à la Guérinière, etc., qui vont mobiliser un petit peu cette figure à partir de... Alors là encore, on n'a pas l'homme de cheval utilisé en tant que tel, mais on va avoir la mention de l'honnête gentilhomme, donc celui qui va justement être honnête, être bon avec les chevaux. Je continue le fil de l'histoire. Et au XIXe siècle, avec les guerres principalement napoléoniennes, mais celles aussi qui vont courir tout au long de ce siècle-là, et puis il y a les guerres, mais il y a aussi la massification du travail avec les chevaux dans toutes les sphères, dans la sphère agricole, dans la sphère industrielle, dans la sphère du transport. Et donc, cette massification fait que beaucoup d'hommes vont travailler avec les chevaux. Et là, on a en effet une institutionnalisation de l'expression homme de cheval, telle que l'évoque Jean-Pierre Bigard. Et donc, cette institutionnalisation se fait d'abord dans le corps social militaire. Jean-Pierre Bigard va reprendre dans son livre une citation que je vous ai mise de Jules Pellier. On peut être un très habile écuyer, un chasseur à courre très expérimenté, un jockey très heureux, un éleveur adroit et un très bon cocher, et cependant ne pas avoir la réunion des qualités qui font mériter le titre d'homme de cheval. Un homme de cheval se sert de cet animal sagement et met ses soins à le conserver longtemps en bon état, sans tare ni défaut de caractère, tout en le faisant travailler raisonnablement. Et c'est vrai que justement, quand on regarde les différents traités d'équitation, on retrouve cette volonté de travailler avec les chevaux raisonnablement et en préservant l'intégrité mentale et physique du cheval. J'en reviens à mon enquête. Donc là, vous avez une illustration donc, qui est réalisée par Iramutex, c'est-à-dire que j'ai pris le mot homme de cheval et pour regarder un petit peu son graphe de mots, c'est-à-dire à quelle corrélation d'autres mots cela fait part. Donc, vous avez différentes couleurs. Elles sont données principalement justement par le logiciel qui établit à nouveau des classes lexicales pour montrer un petit peu comment se coordonne et s'organise tout ce qui a trait à cette expression homme de cheval. Alors déjà, si vous regardez le bleu ciel, c'est quelque chose qui a été difficile pour mes enquêtés à expliquer. Pour eux, ça ne s'explique pas vraiment, ça se ressent, c'est quelque chose d'assez confus. Ceci étant, j'avais posé la question, est-ce que la notion d'homme de cheval est désuète? Et là, j'avais un consensus pour l'ensemble qui est de dire que non, ça n'est pas désuet, et bien au contraire, c'est une expression qui doit reprendre tout son sens et toute sa valeur aujourd'hui. Et ce qui était intéressant également, c'est que par contre, il reconnaissait une certaine désuétude dans la mesure
où il n'y avait pas d'équivalent féminin, et que pour eux, aujourd'hui, il y avait autant d'hommes de cheval que de femmes de cheval. Donc là, on voit bien aussi une évolution dans les représentations. Et puis, autre phénomène intéressant, c'est que dans l'histoire que je vous ai présentée juste avant, la notion d'homme de cheval, elle est propre au corps social avant tout militaire. Et là, dans mes enquêtes, on peut voir que l'ensemble des catégories socio-culturelles et professionnelles mobilise cette notion, cet idéal d'homme de cheval. Donc celui qui travaille dans les champs va le mobiliser tout autant qu'un militaire ou qu'une femme. Ensuite, je m'étais intéressée au fait de savoir si être homme de cheval, c'était quelque chose d'inné. Est-ce qu'on est comme ça, homme de cheval, ou est-ce que c'est un apprentissage? Et selon mes enquêtés, il y a les deux. Il y a une part d'inné qui va être propre à tout ce qui est euh, des qualités, des savoir-être, c'est-à-dire d'aimer les animaux, d'aimer la nature aussi, un sens beaucoup plus large est donné à cet amour, qui est autour de la sensibilité et au sens également de l'empathie, avoir de l'empathie pour l'animal. Et hormis ces savoir-être, ça va d'abord et être avant tout un apprentissage. Et cet apprentissage, alors il y a toutes les connaissances génériques autour du cheval, donc connaître son squelette, ses muscles, son espace de vie, c'est l'alimentation, etc. Donc tout ce qui est propre justement aux soins généraux. Mais il y a aussi un apprentissage qui se fait par l'expérience du corps. C'est-à-dire que être homme de cheval, c'est avant tout connaître le cheval par le corps. Et les professionnels utilisent beaucoup les sens. Donc, tout ce qui va être autour... Alors, il y a une primauté qui est accordée à l'œil, donc voir ce qui ne va pas, observer les chevaux, beaucoup de choses autour de l'observation, mais pas seulement. Il va y avoir l'écoute, il va y avoir le toucher, donc tous les sens qui font partie justement de cet apprentissage et de l'empathie sensimotrice, c'est-à-dire de ressentir le cheval dans le toucher, dans la façon dont il va bouger, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et ensuite, c'est l'idée que, en fait, on apprend tout le temps avec les chevaux. Et une des expressions qui était utilisée, c'est que les chevaux nous font souvent mentir, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui contredit ce que on avait pensé comme une règle générale. Et donc, c'est un apprentissage perpétuel et qui se fait au contact de beaucoup, beaucoup de chevaux. Et donc, à partir de là, les principales caractéristiques de cet homme de cheval, ça va être donc la primauté des sens, l'humilité qui est acquise justement à force de travailler avec eux, et le fait que les chevaux obligent à savoir se remettre en cause. Il y a aussi l'idée d'abnégation, c'est-à-dire que les professionnels présentent leur métier souvent comme un métier de vocation où il est nécessaire de savoir faire des sacrifices. Ensuite, donc, ce qui est évoqué, c'est le respect du cheval. Et là, on retrouve donc cette expression de Jules Pellier autour de respecter l'intégrité physique et mentale du cheval. Et pour pouvoir respecter cette intégrité physique et mentale, pour les professionnels, c'est la connaissance de la personnalité de chaque équidé avec qui ils travaillent. Et qu'il est nécessaire justement de s'adapter à chaque individu et à l'humeur, à l'histoire, etc. de chaque individu. Et savoir justement faire passer l'intérêt du cheval avant son propre intérêt et surtout avant son plaisir. Donc ça, c'est de manière générique. Et les enquêtés qui étaient retraités, que j'ai pu interroger, eux faisaient aussi état
que l'homme de cheval, c'était celui qui avait un petit peu une vision panoramique des relations. Donc c'était l'homme de cheval, c'était aussi quelqu'un qui avait des connaissances des autres secteurs, donc du monde des courses ou du monde des sports équestres, hein, suivant où on était placé. Voilà, de connaître aussi les différentes étapes, donc l'élevage, ainsi de suite, et voilà. Donc, en fait, il y avait aussi cette idée de vision panoramique, et selon ces enquêtés retraités, c'était quelque chose qui avait, qui se perdait avec les nouvelles générations. Être homme de cheval, c'était aussi des formes déclaratives. Donc, j'avais trois principales déclarations. Euh, Déjà, le je suis homme de cheval ou femme de cheval. C'est vrai que cette déclaration, elle, je la retrouvais d'abord et surtout dans justement les institutions militaires ou policières. Et là où on voit un petit peu toute cette tradition historique et institutionnelle voilà, d'établir et d'être homme de cheval quand on entre, par exemple, à la garde républicaine ou au cadre noir. Ensuite, deuxième catégorie, j'essaie d'agir comme un homme ou une femme de cheval. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a justement cette confrontation entre la volonté d'assurer des conditions de vie et de travail aux chevaux les plus optimales pour que le cheval puisse s'épanouir, et la réalité du terrain, donc les réalités économiques, foncières, etc. Et après, il y avait ceux qui disaient qu'ils voulaient tendre vers l'homme de cheval, qu'ils espéraient pouvoir être un jour homme de cheval, et qui faisaient référence à des personnes qui étaient des vrais hommes de cheval. Alors, juste, je reviens sur les deux autres catégories. Ce qui était intéressant aussi, c'est que, en fait, à chaque fois, la personne se disait, je suis homme de cheval ou femme de cheval, ou j'essaie d'agir comme un homme ou une femme de cheval. Par contre, quand il faisait référence, il pouvait aussi bien parler d'un homme ou d'une femme, mais par contre, il disait, elle, c'est un vrai homme de cheval. Ce qui était un peu intéressant, mais qui montre aussi cet idéal type avec l'utilisation d'hommes en termes génériques. Et donc, ce qui ressort des entretiens, c'est qu'au final, on reconnaît l'autre comme homme de cheval. C'est-à-dire que même ceux qui se déclaraient homme de cheval pouvaient dire ah oui, mais un tel, lui, c'est un vrai de vrai, ou oui, je travaille avec lui, il est policier, etc. Mais bon, lui, ça serait bien qu'il apprenne à être homme de cheval, alors qu'ils étaient dans cette catégorie-là. Donc en fait, être homme de cheval ou femme de cheval, ce sont les autres qui disent de vous si vous l'êtes ou pas. Ils le disent de vous parce qu'ils reconnaissent justement les capacités de cette personne, de cet individu, à garantir des relations éthiques de travail avec les équidés. En fait, l'homme ou la femme de cheval, c'est le sachant. C'est celui qui connaît parfaitement. Parfois, selon certains enquêtés, disaient avec humour que cette personne-là ressemblait à un cheval. Mais c'est aussi, donc le sachant, l'homme ou la femme de cheval marque strictement la distinction entre le professionnel et l'amateur. C'est-à-dire que dans le discours de mes enquêtés, un amateur ne peut pas être homme ou femme de cheval. Il peut être homme ou femme d'un cheval, mais pas de cheval de manière générique. Et puis, c'est donc celui qui est capable de faire en sorte qu'il y ait le moins de tension morale entre les rationalités affectives et l'amour des chevaux, etc. Faire au mieux avec ce qu'il est possible de faire pour des raisons économiques. Alors, une des limites à mon enquête et à cette définition de l'homme de cheval, c'est que il n'y a pas de définition claire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les professionnels m'ont dit un homme de cheval, il fait ci, il fait ça, tac, tac, tac.
Donc c'est un idéal vers lequel tendre, mais c'est un idéal qui n'est pas clairement défini, parce qu'en fait, justement, c'est un idéal, ça n'est pas construit par un code de déontologie, comme j'avais pu vous présenter, défini à partir de cette logique déontique qui permet d'établir les obligations, les violations et les sanctions propres à la profession. Et donc, vu que ce n'est pas quelque chose de clair, ça laisse plus de place aux injonctions extérieures. Pour autant, ça reste mobilisé par l'ensemble des professionnels. Donc pour conclure, ce que l'on peut retenir, c'est que c'est une figure idéale typique qui dépasse les sexes, qui dépasse les catégories socioculturelles et professionnelles des mondes du cheval. Ensuite, c'est une construction sociale, je viens de vous le dire précédemment, qui marque des frontières entre l'amateur et le professionnel, et surtout entre le bon et le mauvais professionnel. Et puis, c'est donc une figure qui est garante des relations éthiques par sa grande expérience avec les équidés qui lui permet de s'adapter à chaque individu, qui règle ses relations avec les équidés en fonction de ses devoirs envers eux et des règles morales de sa profession, et puis qui va réduire donc les fameuses tensions morales auxquelles j'ai fait référence plusieurs fois. Et donc je vais reprendre la définition de Jean-Pierre Digard dans son livre Une histoire du cheval, qui dit « Homme de cheval, expression traditionnelle désignant celui qui connaît les hommes de chevaux, qui sait les élever et les utiliser en restant attentif à leur respect plus qu'à son plaisir. » Et moi j'y ajoute, parce qu'il disait sans équivalent féminin, au regard de mes résultats, maintenant on peut dire que c'est avec un équivalent féminin. Et donc ça ne désigne plus celui, mais ça désigne aussi celle qui connaît les chevaux, qui sait les élever et les utiliser, et qui reste attentif à leur respect. Je vous remercie de votre attention.